Eh bien, on y va pour la deuxième partie. Donc, c'est la partie où je vais vous parler du rapport de l'INSERM. Et si ce n'est pas trop long, j'enchaînerai avec ma propre expérience de la fibromyalgie. C'est la petite voix du futur qui vous parle. La partie 2 va bientôt commencer, mais sachez que j'ai dû la recommencer entièrement, car par une manipulation que je ne savais pas être une erreur sur Filmora, je voulais, parce que à la base j'avais fait une seule vidéo mais qui était trop longue, donc j'ai voulu la couper, donc couper et coller sur sur un autre projet Filmora. Le problème c'est que ça n'a pas fonctionné, j'ai perdu tout le travail que j'avais fait, sauf les 21 premières minutes que j'avais gardées pour la partie 1. Voilà, donc j'ai tout recommencé et je vous présente la partie 2. Il y a quand même des recherches. Alors, est-ce que l'INSERM utilise aussi, est-ce qu'ils ont un réseau de recherche et qu'ils parlent aussi à la Belgique, la Suisse, les États-Unis, le Canada? Parce que ces pays avancent beaucoup plus vite que la France hein, sur les maladies ou auto-immunes, ou les maladies rares, ou les maladies qu'on n'a pas encore expliquées. Voilà. Leur description de la fibromyalgie, c'est une forme de douleur chronique diffuse associée à une hypersensibilité douloureuse et à différents troubles, notamment du sommeil et de l'humeur. Ok. Impact majeur sur la vie, les activités sociales, professionnelles. Depuis une vingtaine d'années, des études sont menées pour mieux comprendre la maladie. Bon, je vais lever un peu les yeux parce que peut-être que eux, entre eux, ils en parlent. Il faudrait en parler. Il faudrait que ce soit des choses qui soient incluses dans les études de médecine. Il faudrait que on en parle aux professionnels de santé et que ça soit vraiment pris en compte et pas qu'on nous rajoute sur le dos vous êtes des mythos et vous affabulez quoi. Bref, ça c'est. Vous risquez d'avoir des petites interventions comme ça parce que c'est aussi un petit coup de gueule hein, au passage. Un grand coup de gueule. Longuement étiqueté comme féminine et catégorisée comme d'origine psychosomatique, c'est ce que je vous disais, et je rappelais un petit peu l'hystérie au départ. Voilà, qui était. Les nanas sont toutes folles. Après, ce sont des sorcières, elles sont toutes folles. C'est possible. Non, je plaisante. Ces études ont conduit à la reconnaissance en tant que pathologie chronique véritable et permettant l'ouverture d'un nouveau pan de la recherche fondamentale et thérapeutique. La fibromyalgie est définie cliniquement comme un syndrome constitué de symptômes chroniques d'intensité modérée à sévère, incluant des douleurs chroniques diffuses sans cause apparente et une sensibilité à la pression associée à de la fatigue, des troubles cognitifs, ça oui beaucoup, sommeil, des troubles du sommeil, de nombreuses plaintes somatiques. Elle a été reconnue comme entité médicale par l'Organisation mondiale de la santé en 92 et classée en tant que douleur chronique généralisée dans la dernière classification internationale des maladies, la CIM. Malgré cette reconnaissance institutionnelle, la maladie fait encore l'objet de polémiques. L'hétérogénéité de ces symptômes et l'absence de lésions ou de dysfonctionnements organiques identifiables expliquent les doutes longtemps émis par une partie du corps médical, par 90% du corps médical. Bon, il a fallu que je tombe sur un médecin de moins de 60 ans pour que je sois prise au sérieux. Sur le fonctionnement rationnel de cette maladie. Il est possible que ces anomalies existent, mais ne soient pas décelables par les techniques d'exploration actuelles. Entendez ça, messieurs les médecins, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas Dieu le Père. Les choses n'existaient pas avant qu'elles existent, ok? La fibromyalgie n'est plus considérée comme une maladie psychosomatique, mais comme une douleur nociplastique, causée par les altérations de la nociception, c'est-à-dire du système de détection et de contrôle de la douleur. Là, ça me paraît déjà plus juste. La fibromyalgie fait partie des syndromes de sensibilisation centrale, au même titre que certaines céphalées chroniques, donc des migraines chroniques, et du syndrome de l'intestin irritable. Elle regroupe typiquement des symptômes neurologiques, donc douleurs chroniques diffuses spontanées, principalement au niveau des muscles, des tendons ou des articulations. Certains patients se plaignent aussi d'une allodynie, c'est-à-dire une douleur liée à un stimulus considéré comme normalement indolore, ou de crises aiguës, oui, de douleurs dont la localisation peut être différente de celle des douleurs chroniques. Voilà, et ça peut arriver d'un coup, c'est-à-dire que moi, combien de fois ça m'est arrivé, j'étais en train de marcher, d'un coup j'ai un tendon qui se met, mais comme si j'avais une tendinite fulgurante, et je ne peux plus poser le pied par terre. Ça m'est arrivé au boulot, on m'a pris pour une cinglée. Voilà. Et ma chef de l'époque m'avait dit mais vous faites du théâtre, mademoiselle? J'aimerais bien, madame.
Voilà, quelques années plus tard, quand j'ai eu le diagnostic, je lui ai dit c'était pas du théâtre. Enfin, des fourmillements, des picotements ou une hypersensibilité à des stimulations sensorielles sont parfois associés. On y revient, une fatigue chronique, donc 3 patients sur 4. Sans que l'on soit capable de déterminer si elle découle des autres symptômes associés à la fibromyalgie ou c'est un symptôme propre. Des troubles du sommeil et des troubles anxieux et dépressifs. Voilà. Et des troubles cognitifs. Les relations entre douleur... Oui, j'ai entouré cette phrase parce que je la trouvais bien. Les relations entre douleur, sommeil et dépression sont étroites. Mais oui, puisque tout est géré en fait par les glandes qui, elles, envoient des hormones. Je ne parle pas des hormones sexuelles, je parle des hormones qui gèrent tout le corps. Et on le sait parce que je donne toujours l'exemple par exemple des enfants cancéreux, on leur envoie des clowns pour rigoler. On a vu que ça a amélioré les résultats. Et ça, c'est fondamental de prendre ça en compte. C'est pas juste... je sais pas comment je peux expliquer ça. En gros, on s'est aperçu pour toutes les maladies quasiment que quand le patient allait bien, était joyeux, etc., il y avait même des guérisons des fois, mais que l'état du patient s'améliorait vraiment. Et c'est marrant parce que ça pouvait toucher toutes les parties en fait de l'organisme qui s'amélioraient, des résultats sanguins qui s'amélioraient. Et au contraire, stress, mauvaise nouvelle, peur, anxiété, inquiétude, tergiversion dans la tête et tout, aggravation des symptômes. Et c'est pas juste je me tends donc j'ai mal, ça en fait partie, mais c'est je me tends, je peux sécréter des merdes comme le cortisol, et tout ça, ça peut induire un syndrome aussi inflammatoire, faire mal, etc., etc. Je pense pas dire de bêtises, je vous dis, moi, ma propre expérience, elle est incroyable là-dessus. Sur le bon et le mauvais, je schématise, mais sur les émotions et leurs impacts sur l'état général des patients. C'est absolument incroyable. Il y a des recherches là-dessus qui sont formidables. Mathieu Ricard, notamment, a fait des recherches avec des IRM cérébraux, enfin des trucs absolument incroyables. C'est très, très intéressant. Si vous voulez vous renseigner sur le sujet, ça fait des miracles. Ensuite, il ne faut pas aller dire aux gens, t'as qu'à penser que tu vas mieux, comme ça t'iras mieux. Voilà, ça c'est pipou. Parallèlement, beaucoup de personnes atteintes se plaignent de troubles cognitifs. Difficultés de concentration, difficultés de mémorisation, difficultés d'expression, etc., etc. La condition physique des patients est dégradée, notamment par peur des douleurs. Oui, et c'est aussi pour ça, mon premier traitement qui n'était pas adapté, où j'ai pris 15 kilos, plus le fait d'avoir peur d'avoir mal, donc on ne bouge plus. Et c'est une grosse erreur, mais je vous jure que les douleurs sont tellement fortes que de se gratter le nez, comme ça, devient impossible. La douleur est tellement forte que bouger le pied peut nous arracher des pleurs pendant je sais pas combien de temps. Enfin, je sais pas si les gens qui sont pas atteints se rendront pas compte, mais ceux qui en sont atteints, ça va vous parler forcément. Donc, peur du mouvement, kinésiophobie. Voilà, comme ça on apprend des mots en même temps, c'est cool. Donc, elle se caractérise, la fibromyalgie toujours, par une importante variabilité de la nature et de l'intensité des symptômes, c'est vrai. Facteur d'aggravation là encore, stress, émotion, certaines postures. C'est pour ça que les gens qui ont des fibromyalgies bougent beaucoup de position. Et ça, c'est clair et net. Moi, là, d'ailleurs, j'ai une jambe qui est pliée depuis un peu trop longtemps. Je commence à en chier, là. Mais c'est aussi la posture debout. D'une manière générale, si la fibromyalgie n'altère pas l'espérance de vie, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a moins de recherches, elle a un impact déterminant sur la qualité de vie et la vie professionnelle. Le taux d'incapacité associé pouvant atteindre jusqu'à 50% des malades dans certaines études. Et c'est ça qui est difficile, notamment pour la MDPH. C'est que c'est une maladie où on peut être effectivement à 50%, mais personnellement, on peut aussi être à 90% d'invalidité. Et ça, c'est pas encore pris en compte. J'y reviendrai. Je ne peux pas repartir encore dans un truc. Diagnostic délicat, voilà, pas de biomarqueurs, pas de lésions organiques, ou alors quand il y a des lésions type liquide inflammatoire avec un œdème, et ben le temps d'arriver à l'IRM, et ben ça n'y est plus. Voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé, je sais pas combien de fois. Critères donc fondés sur des douleurs, qui s'appuient sur leur localisation et leur intensité, ainsi qu'un score de sévérité des symptômes associés.
fatigue, les troubles cognitifs, etc. Il existe un auto-questionnaire qui permet aux patients d'évaluer simplement et rapidement s'ils peuvent être... Voilà, alors le test s'appelle FIRST. F-I-R-S-T. Je vais essayer de voir si je peux vous le mettre en barre d'infos. L'association fréquente de la fibromyalgie et d'autres maladies. Donc, on y revient. Alors, voilà, ça, c'est quelque chose que ne dit pas Amélie. Il y a aussi souvent des troubles de la thyroïde qui sont associés. Des maladies rhumatismales. Voilà, moi, je sais que je fais de l'arthrite au niveau des doigts que je n'avais pas du tout avant. Et j'ai déjà de la préarthrose, déjà un trou au niveau de l'articulation sacro-iliaque. J'ai des douleurs horribles. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse mon IRM parce que j'ai des hanches qui me font très mal aussi. Pourtant, j'ai perdu du poids, donc c'est pas seulement la prise de poids ou le fait que je ne bouge pas. Parce que je marche tous les jours, plusieurs fois par jour. Pas 50 km, mais je marche. Ça peut aussi être la prise de médicaments, notamment les statines. Les statines, c'est tout ce qui est, je crois, anti-agglomérant, enfin fluidifiant du sang. Le médecin doit dresser un tableau clinique et biologique, voilà, par prise de sang, différencier la fibromyalgie des autres maladies. Voilà, donc ça s'appelle un diagnostic différentiel. J'oublie tout le temps ce nom. C'est un diagnostic différentiel. Et qui permet aussi, parfois, ce qui est mon cas, d'établir l'existence simultanée de 2 ou 3 ou 4 pathologies. J'ai le gros lot, j'ai beaucoup de chance. L'hétérogénéité de la maladie et l'absence de formation ou de sensibilisation du corps médical rend le parcours des patients compliqué avant que le diagnostic ne soit établi. Il nécessite souvent l'expertise d'un spécialiste. Mais quel spécialiste ? Facteurs psychologiques et sociaux. Voilà, ça c'est la partie que j'aime bien parce que pour moi elle est essentielle et elle est vraie. La fibromyalgie serait d'origine multifactorielle, liée à des facteurs à la fois biologiques, psychologiques et sociaux. Sur le plan biologique, 2 mécanismes sont avancés pour expliquer ces douleurs nociplastiques. La première serait centrale, donc le système nerveux central, avec des seuils de perception de la douleur plus bas et une hyperexcitabilité des mécanismes de détection, genre une pression, un cri, par exemple. Moi, on m'avait fait aussi un examen quand ce super médecin que j'ai vu au Val-de-Grâce, j'ai eu la chance de pouvoir être reçu avant qu'il retourne dans le soldat, dans le militaire. C'est grâce à lui que je suis diagnostiquée. Et notamment, on m'avait fait un électromyogramme. Donc, en gros, on plante des grandes aiguilles, genre aiguilles d'acupuncture. Moi, c'était dans la cuisse. 2 secondes avant, je me marrais parce qu'il avait il avait regardé si au niveau des nerfs, j'avais des nerfs abîmés. Donc là, je m'étais marrée parce que c'est chatouille et compagnie. 2 secondes après, il me plante le truc et donc c'est le médecin qui m'a fait passer l'examen. Hein. Et il me dit, bon, on va contracter votre cuisse. Et là, j'ai cru qu'on... Je sais même pas comment dire, mais je me suis mise à pleurer. Là, ça a été le diagnostic fibro qui a été posé immédiatement. Enfin, immédiatement. Après des années et en tombant sur un jeune médecin qui m'a cru. Et après, j'ai trouvé un super médecin traitant qui a aidé à trouver un traitement qui, pour l'instant, fonctionne bien quand on l'associe avec moins de stress, patati patata. Pluridisciplinaire comme traitement. La seconde serait à l'inverse d'origine périphérique avec une altération spécifique de certaines fibres nerveuses. Donc là, l'électromyogramme prend son sens. Il n'est pas exclu que les 2 mécanismes existent simultanément. Tout à fait. Par ailleurs, des études suggèrent que des regroupements familiaux de cas, si d'autres personnes dans la famille en sont atteints. Aussi, de nombreuses études sont menées en génétique ou en épigénétique à la recherche d'une susceptibilité à la douleur. Les facteurs psychologiques sont importants à considérer dans le mécanisme de la douleur d'une manière générale. Oui, j'y reviens. C'est énorme, les facteurs psychologiques. Et dans n'importe quelle maladie, et je pense, moi, que d'avoir tenu, alors qu'au travail, ça se passait mal depuis quelques années, et ça s'était dégradé, trop de charge de travail, trop de stress, trop de... Enfin, plein de trucs que je ne vais pas énumérer ici parce que ça serait long et puis c'est un peu privé quand même. Mais ça a aggravé des symptômes, ça m'a rendu tachycarde à mort,
Je faisais des malaises sur le chemin du travail, sur le retour. Je ne dormais pas la nuit. Ça a tellement aggravé tout ça. Tellement, tellement, tellement. Et voilà, donc je reviens dans les mécanismes de la douleur d'une manière générale, dans les mécanismes de la fibromyalgie en particulier. Et il semble que des traits de personnalité spécifiques. Voilà. Alors, sentiment d'isolement social, moi je ne l'ai pas trop eu, mais le catastrophisme. Penser au pire à chaque fois. Et c'est pas volontairement. C'est-à-dire que on va penser au pire à chaque fois. Et quand on pense au pire, on a les images et on a les émotions. Moi, c'est par exemple perdre mes parents. J'ai pas de nouvelles de mes parents, notamment de mon père qui conduit moto, voiture, etc. Euh, mais des trucs à. Alors, avec le temps, mon traitement psy qui est bien, j'arrive à mieux relativiser, mais pas complètement, faut pas se leurrer. Donc le catastrophisme, difficulté d'ajustement de comportement face aux événements douloureux, oui, favorise sa survenue. Donc voilà, c'était une phrase complète, mais elle a été un peu coupée. Les études menées auprès de groupes de patients décrivent également des antécédents fréquents de traumatisme psychologique. Dans mon cas, c'est oui. Ou physique. Dans mon cas, c'est oui aussi. Notamment beaucoup de deuil de mon côté. Et des deuils, des morts violentes et de gens très importants. Voilà. Concernant les facteurs sociaux, certaines études ont suggéré que les personnes issues de catégories socio-économiques modestes ou de professions manuelles sont plus volontiers touchées, mais en réalité, elles peuvent toucher tout le monde, ce qui est vrai. Je pense juste, peut-être bêtement, mais que peut-être que des gens qui ont une vie plus modeste, etc., plus de difficultés, plus de malheur, plus de peur, plus de difficultés, oui, quelles qu'elles soient. Je pense que ça augmente les chances, les malchances, la malchance de favoriser une fibromyalgie. Donc la prise en charge est pluridisciplinaire, pardon. En premier lieu, non médicamenteuse. Alors ça, je suis désolée, mais personnellement, si j'avais pas eu les médicaments, alors c'est que mon cas, là je parle vraiment que pour moi. J'avais tellement mal, j'étais tellement épuisée, j'étais tellement déprimée. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai vraiment failli partir, véritablement. Me mettre au sport et faire du yoga, etc. Mais c'était pas pensable. Il fallait d'abord soulager la douleur, en ce qui me concerne. Il fallait soulager les douleurs. Je dis la douleur, mais c'est tout le corps en fait. Hein. Et associer un traitement psy. Pour moi, c'est évident. Parce que si on diminue un petit peu l'anxiété, un petit peu les douleurs, etc., on est quand même plus... Je parle pour moi, peut-être que je dis des grosses bêtises, m'en veuillez pas, mais pour moi, ça a fonctionné. Notre société ne fait rien pour baisser le stress des gens qui ont des maladies invisibles. Par rapport aux reconnaissances handicap, par rapport à tout ça, c'est très compliqué quand on doit travailler pour vivre et qu'on ne peut pas travailler, enfin, ou pas autant. Bref, c'est très compliqué. Donc la prise en charge pluridisciplinaire, eux, disent qu'il faut d'abord, en première intention, une reprise en activité, notamment grâce à l'activité physique adaptée. Ça, c'est pareil. Pour avoir une ordonnance pour ça, mais alors il faut se lever tôt le matin, puis il faut trouver le bon médecin. Hein. Bref, tout ça pour dire que, en première intention, eux disent la remise en activité. Je pense que pour des gens, ça marche. Ils parlent du yoga, il y en a qui parlent de méditation. Moi, personnellement, tous ces trucs-là ne fonctionnent pas. Je me fais chier. J'ai essayé le pilates, c'était atroce parce qu'en fait on garde le muscle contracté pendant plusieurs secondes voire minutes, non secondes, enfin ça m'a paru des heures moi. Alors oui, yoga peut-être, mais il me faudrait quelqu'un et c'est payant et c'est la peau du cul, je suis désolée, mais j'ai essayé de le faire toute seule avec YouTube, avec des trucs comme ça. J'arrive pas à me discipliner pour le faire tous les jours. Mais ils ont raison, je sais qu'ils ont raison. Donc ils parlent aussi de Kwanjong ou de Tai Chi.
L'approche psychosociale, loin d'être proposée par défaut, vise à favoriser l'amélioration de la modulation de la douleur qui est altérée dans la fibromyalgie. Donc ça peut être une psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale. Moi, c'est une psychothérapie normale, hein, qui permet d'améliorer la qualité de vie, de promouvoir l'estime de soi. Ça, c'est très bien, mais j'en ai jamais vu. Enfin, jamais vu, jamais entendu parler. Faut trouver des spécialistes qui le font et qui prennent pas 3000 balles de la séance. Réduire le stress et d'encourager le patient à s'engager dans des stratégies d'ajustement. L'hypnothérapie, bah. Alors moi, personnellement, je sais qu'il y a des gens très sensibles à ça. Je m'excuse pour le bah, c'était pas sympa. Moi, personnellement, ces trucs-là, je suis hyper résistante. Peut aider à une remise en mouvement. L'éducation thérapeutique du patient aide à mieux comprendre et gérer la maladie au quotidien, à s'investir dans sa prise en charge et à améliorer sa qualité de vie. Donc ça veut dire sors-toi les doigts du cul et bouge. Mais quand t'as très mal et que t'es hyper dépressive et que t'as juste envie de t'endormir pour toujours, ce genre de truc, t'as un peu envie de leur jeter à la tronche. Voilà. Moi, c'est pour ça que les médicaments ont permis que je fasse ça, en fait. Et l'amélioration de mon cadre de vie. Des associations de patients proposent, oui, alors ça, je conseille. Moi, j'ai été à Fibro France des années. Il y a aussi fibromyalgies.fr. Je vous mettrai les liens en barre de description. Et dans le second temps, c'est la pharmacologie, donc des antalgiques, des antiépileptiques, des antidépresseurs. Mais leur usage doit rester ponctuel, ça je suis désolée, c'est encore des gens qui sont pas malades qui disent ça. Hein, ou qui doivent pas travailler avec ça. Parce que sincèrement, si ça devait être que ponctuel, moi ma vie maintenant, j'en aurais plus. Hein. Mais ça c'est... Bon. Je trouve que c'est des gens qui ne l'ont pas, qui écrivent des choses comme ça. L'efficacité de ces traitements n'est pas observée chez tous les patients, ça c'est vrai. Et elle est le plus souvent partielle, ça. Là, comme prévu, je suis encore en montage, il est 23h10 et la deuxième partie fait déjà 22 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder la partie témoignage et diagnostic pour une partie 3 qui devrait arriver quasiment après. Voilà, donc bon courage pour la troisième partie. Ensuite, ça sera fini.